Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 nouveaux threads d'horreur, aucun sont en rapport avec Halloween, il m'en reste peut-être 2 ou 3 en rap, vous me direz si vous les voulez. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous l'avez pas vu le jour d'Halloween, il y a cette vidéo là qui est sortie. Je sais qu'elle est un peu passée à la trappe avec toutes les vidéos et les événements qu'il y a eu le 31, donc c'est normal. Aujourd'hui 3 histoires très sympas si je puis dire. Bon, je vous le dis clairement, j'aimerais pas du tout que ça m'arrive. Surtout pour la 3e histoire. Vous me connaissez, je garde le meilleur pour la fin, à mon sens. Avant qu'on commence, je t'invite à t'abonner, active la petite cloche parce que j'ai vu que vous étiez 70% à regarder les vidéos mais à pas être abonné. Ça fait beaucoup quand même. Sachant que je vous rappelle, à 5000 abonnés, je vous fais une vidéo spéciale sur une histoire très flippante qui m'est arrivée. Et tu le connais, le petit pouce bleu de soutien, ça aide énormément, merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Luna et ça s'est passé il y a maintenant 14 ans. Luna a 17 ans au moment de l'histoire et elle nous raconte qu'elle passe pas mal de temps avec sa meilleure amie qui s'appelle Eva. Dans la maison de Luna, ça se passe très mal. Ses parents se disputent tout le temps et c'est très tendu à chaque fois. Donc pour éviter les disputes de ses parents, Luna va très souvent dormir chez Eva. Eva a 1 an de plus que Luna, elle est donc majeure. Du coup, Luna nous dit que les parents d'Eva la laissent faire tout ce qu'elle veut. Elle nous décrit Eva comme une fille qui aime s'amuser et surtout enchaîner les conquêtes d'un soir. Tout le contraire de Luna. Mais il lui arrive très souvent de suivre Eva malgré elle dans ses soirées car elle a nulle part où aller. Un soir, après une énième dispute des parents de Luna, elle décide, comme à son habitude, d'aller se réfugier chez sa meilleure amie Eva. Ce soir-là, Eva a proposé à Luna d'aller faire un tour en ville car c'était le week-end et qu'il y avait sûrement de l'animation, des bars ouverts, et Luna lui a dit vas-y, pourquoi pas. Luna nous dit qu'avec Eva, de toute façon, c'est toujours comme ça. Eva, c'est une fille qui a pas froid aux yeux. C'est une fille qui aime bien l'ambiance de la nuit. Elle a toujours envie de faire la fête. Et malheureusement très souvent de façon déraisonnable. Pourtant Luna elle essaye de lui faire entendre raison mais rien à faire. Donc Luna elle la suit dans tous ses plans foireux mais au fond d'elle elle se dit que c'est pour protéger son amie. Il est donc 21h et elles sont en train d'errer dans un petit bar du centre-ville qui est le lieu de rendez-vous de tous les jeunes du coin chaque samedi soir. Eva a repéré un mec mignon que l'on va appeler Thibaut. Eva décide d'aller lui parler. Les 2 filles passent un bon moment avec Thibaut et ses amis. Au bout d'un moment, Thibaut leur explique que lui et ses potes vont finir la soirée chez lui et que si elles sont partantes, elles sont les bienvenues. Luna elle est de nature méfiante, voire parano, elle le sent pas trop. Elle dit même à Eva que ce serait mieux de rentrer. Mais Eva, comme à son habitude, elle trouve des arguments et elle insiste pour y aller. Luna voit très bien que son amie ira quoi qu'il arrive, que ça soit avec elle ou sans elle. À ce moment-là, Luna elle se dit qu'elle a pas trop le choix car elle a trop peur de retraverser la ville et d'aller jusqu'à chez Eva toute seule en pleine nuit. Luna elle a pas du tout envie de rentrer chez elle ou d'appeler ses parents qui sont sûrement en train de s'engueuler. Et que de toute façon ils ont probablement pas remarqué qu'elle était absente. C'est comme ça qu'elles se sont retrouvées à marcher avec la bande de garçons, totalement inconnus en direction de l'appartement de Thibaut. Luna nous dit que sur le chemin, elles ont eu le temps de discuter avec eux. Les gars ont à peu près le même âge, et ils ont même appris que un des gars est dans leur lycée. Luna les trouve finalement sympas, ils ont continué à discuter de tout et de rien et ils ont bien rigolé. Luna elle a commencé à être rassurée et être de plus en plus à l'aise avec les garçons. Elle est même convaincue qu'elle s'est inquiétée pour rien et que finalement ils vont passer une bonne soirée. Thibaut habitait dans un quartier plutôt pauvre et malfamé, mais Luna n'y a pas prêté plus attention que ça, elle aime pas trop faire dans le préjugé. Arrivé chez Thibaut, une chose a interpellé Luna. L'appartement était vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de meubles, pas de déco, il y a juste des matelas posés sur le sol, avec des bouteilles d'alcool et des gobelets en plastique. Thibaut a pris un ton gêné et leur a expliqué qu'il venait tout juste d'emménager et qu'il n'avait pas encore eu le temps d'amener des affaires personnelles ni de se meubler. Luna elle trouve ça bizarre mais bon, sa copine est ultra contente d'être là, elle décide de laisser couler et d'arrêter de se prendre la tête. Donc tout le monde s'installe sur les matelas et les garçons commencent à leur servir des vodka coca ou un truc du genre bien fort. Les filles discutent et rigolent avec les garçons. Et la soirée se passe plutôt bien. Mais au bout d'un certain temps, Luna commence à se rendre compte que les garçons n'ont pas bu leur verre, qu'ils se sont servis mais qu'ils n'y ont pas touché. La paranoïa commence à reprendre le dessus et envahit Luna. Elle commence à regretter d'être venue, elle se fait plein de scénarios dans sa tête, qui d'ailleurs se passent plutôt mal pour elle et sa meilleure amie. Elle se dit, peut-on leur faire confiance? Est-ce qu'ils ont l'intention de nous agresser? Un très mauvais pressentiment envahit Luna. Luna elle pense à ce moment-là que si elle demande aux garçons de partir, ils ne la laisseront pas partir. Elle fait donc comme si elle avait rien remarqué de suspect. Elle fait semblant de sympathiser avec les gars, de s'amuser tout en essayant de réfléchir à un plan pour prévenir discrètement Eva et aussi de quitter cet endroit au plus vite.
Eva commence à être bien bourrée. Et pourtant elle a bu qu'un seul verre. Thibaut aussi il avait l'air bourré alors que pourtant il a pas touché à son verre. Luna elle trouve ça très bizarre et elle sent que cette situation pue. Et elle se demande est-ce qu'il fait semblant d'être bourré? Après ça Luna elle commence à avoir des petits vertiges et elle se sent pas bien. Pourtant elle a bu que très peu. Luna elle a compris que les mecs ont probablement mis une drogue dans leur verre. Elle lutte de toutes ses forces pour garder toute sa lucidité et rester concentrée sur son objectif. C'est-à-dire prendre Eva et se casser d'ici. Puis d'un coup, un des gars qui était resté plutôt en retrait jusqu'à maintenant vient voir Luna et lui dit un truc comme « Eh, t'as pas l'air bien? Tu devrais arrêter de boire. Viens t'allonger dans la chambre. T'as vraiment pas l'air bien. » Luna elle refuse poliment en lui disant que tout va bien, qu'elle est juste un peu fatiguée, mais le gars il insiste et il lui dit « T'es mineur, on veut pas avoir appelé les urgences et avoir des problèmes. Donc s'il te plaît, va te passer un coup d'eau froide dans la salle de bain et va t'allonger dans la chambre d'à côté. » Luna, elle se sent de plus en plus mal. Mais le fait qu'il lui rappelle qu'elle est mineure et qu'il lui veut pas de mal, ça la rassure un peu. Luna, elle va donc se passer de l'eau sur le visage et elle va s'installer dans la chambre d'à côté. La chambre n'est pas meublée non plus, il n'y a que 2 matelas au sol. Elle s'est donc installée sur celui qui est le plus éloigné de la porte. Puis à un moment, Eva et Thibaut sont rentrés dans cette chambre. La pièce était plongée dans la pénombre. Ils ont même pas remarqué que Luna était sur le matelas du fond de la pièce. Et ils ont commencé à avoir un rapport physique. Le mec qui a envoyé Luna s'allonger entre dans la pièce et vient s'allonger sur le matelas de Luna, juste derrière elle. Il se colle à Luna et lui caresse les cheveux. Luna elle panique totalement, elle se sent trop mal pour faire quoi que ce soit. Et elle essaye vraiment de lutter pour pas tomber dans les vapes. Et elle décide d'attendre et de rester dans les bras du gars en attendant que ça passe. Luna elle a vraiment pas mal de vertige. Autour d'elle, elle a l'impression que la pièce bouge. Elle nous dit qu'à ce moment-là, elle est vraiment pas capable de réagir. Luna a soudainement ressenti un profond sentiment de dégoût et ça lui a donné un peu de force pour essayer de retrouver ses esprits. Elle entend et elle voit Thibaut et Eva à peu près 2 mètres d'elle. Elle a une vision d'horreur, elle les voit en plein ébat et Eva elle a l'air vraiment toute molle. L'autre gars se met à lécher le cou de Luna. Là, c'en est trop pour elle. Elle décide de se relever prétextant qu'elle a une envie d'uriner. Le mec qui est derrière elle, il lui indique les WC. Le portable de Luna est resté dans le sac qui est toujours dans le salon là où se trouvaient d'autres gars. Eva est toujours dans la chambre avec Thibaut. Luna n'a aucun moyen de demander de l'aide. Elle sait pas comment elle va se sortir de ce pétrin. Luna atterrit dans le couloir et là, elle voit la porte d'entrée. Et sur la porte d'entrée se trouvent les clés qui sont dans la serrure. Luna, elle réfléchit pas plus longtemps. Ni une ni deux. Elle ouvre la porte et elle descend les escaliers du bâtiment, mais d'un coup, elle se rend compte que Eva est toujours en haut. Luna, elle veut pas laisser sa meilleure amie avec ses gars. Elle prend son courage à 2 mains et elle remonte. Elle décide de tambouriner sur la porte. Et elle crie « Faites sortir ma copine !» Tout ça assez fort en espérant que ça réveille les voisins. Un des gars sort, il hurle et il l'insulte et il s'apprête même à la frapper. Quand un de ses amis intervient et lui dit « Arrête mec, tu vas alerter les voisins, on va se faire arrêter par les flics. Fais sortir la fille, qu'elle dégage de là avant qu'on ait des emmerdes. » Le gars fait sortir Eva de l'appartement à moitié nue. Elle tient ses vêtements à la main et il leur ferme la porte au nez en leur disant « Allez, cassez-vous de là avant que je vous pète la gueule. » Eva est à moitié nue et dans les vapes. Luna l'aide à descendre et ensuite à s'habiller. Elles ont marché jusqu'à chez Eva complètement fatiguée et avec beaucoup de difficultés. Luna s'est réveillée le lendemain avec un énorme mal de tête et une perte de mémoire. Le dernier truc qu'elle se souvient, c'est être rentrée chez Eva, plus rien, trop noir. Elle se souvient plus du moment où elle est allée se coucher. Quant à Eva, elle ne se souvient même pas d'avoir eu une relation sexuelle avec Thibaut. Quelques jours après, elle a fait un dépistage de MST qui heureusement s'est avéré être négatif. Et c'est ainsi que se termine cette première histoire. Alors effectivement, l'histoire on la voit venir. Malheureusement, Eva est un peu trop fofolle. Luna elle est dans une galère personnelle de ouf et elle essaye d'aider tant bien que mal son amie. Du coup, elle se retrouve elle aussi dans la merde. Il y a plusieurs signaux d'alarme, c'est sûr. Mais je pense vraiment que ça part d'un bon truc, elle veut vraiment aider son amie. Et puis de toute façon, elle a réussi vu que Eva se serait retrouvée dans cet appartement quoi qu'il arrive. Et du coup, bravo Luna. On passe de suite à la seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Arthur. Et au moment des faits, il a 14 ans. Arthur nous dit qu'il a un petit groupe de potes avec qui il traîne toujours dans sa petite ville du sud-ouest de la France. Comme beaucoup d'adolescents de leur âge, ils sont fans de sensations fortes et ils ont très peu conscience du danger qui les entoure. Ils font donc pas mal de bêtises et de trucs très dangereux, comme par exemple du parcours, des explorations nocturnes d'endroits glauques,
genre des cimetières, une ferme désaffectée dans la Cambrousse qui entoure la ville, maison inhabitée pour cause d'incendie, enfin bref, plein d'endroits comme ça. Tout ce qui les fait flipper leur procure de l'adrénaline et ils adorent ça. Arthur nous dit qu'il est le plus jeune de la bande et que ses amis ont entre 15 et 19 ans mais qu'à l'époque il est surtout le plus téméraire. Et donc à cause de ce tempérament il se retrouve souvent en tête lors d'explorations de ce genre. Arthur nous dit que ça le dérange pas du tout. Et qu'il est même plutôt du style à foncer dès qu'il entend ou qu'il voit quelque chose d'étrange. Quasiment tous les jours, Arthur et sa bande de potes sont dehors. Ils discutent d'endroits à aller visiter ou découvrir. Ils sont toujours à la recherche de sensations fortes. Quelques minutes après, leur dernier ami arrive et dit qu'il a trouvé un super plan. Et que c'est vraiment énorme. Il leur explique qu'au pied de son bâtiment, la cave ne ferme pas. Et que c'est super glauque. Qu'il n'y a pas de courant, donc pas de lumière. Et surtout qu'il y a souvent un certain Rabat qui traîne dans la cave. Pour vous expliquer, Rabat c'est un homme de 45 ans. Il travaille pas et apparemment il lui manquerait une case. C'est un junkie qui boit beaucoup, qui est connu des services de police pour des actes d'ivresse publique, de conduite sous l'emprise de la drogue et d'altercations violentes avec son voisinage. Arthur et sa bande décident donc d'y aller, vu que c'est juste à une centaine de mètres de chez lui et qu'il fera bientôt nuit, c'est pile le bon moment pour eux d'avoir un bon gros coup de stress marrant. Arthur et ses potes arrivent devant la petite pente qui mène à la porte de l'extérieur. Et Arthur, comme à son habitude, passe devant pour aller ouvrir. Il rentre dedans et effectivement Arthur y ressent que c'est pas du tout rassurant. Ça sent mauvais, il fait noir et c'est très grand. Il y a plein de recoins et de virages avec des longs couloirs étroits et des portes en bois qui donnent sur des box pour les locataires. Faut savoir qu'à cette époque, tout le monde n'a pas de téléphone portable et ils ont donc des lampes torches. En tout, ils ont que 2 lampes torches. Ils tournent dans le premier couloir et ils commencent à avancer. Le couloir fait environ 5-6 mètres de long et après ça tourne encore au bout vers la droite jusqu'à une autre rangée de box. Certaines portes ne sont pas fermées, ils aperçoivent des vélos, du bric-à-brac divers, des vieux objets entassés dans les box. Là, Arthur il entend un bruit qui vient d'en face. C'est clairement le bruit d'un humain. On dirait que quelqu'un tire sur quelque chose qui est coincé en dessous d'un vélo par exemple. Pendant une seconde, tout le monde s'arrête et essaye de ne pas faire de bruit. Et quelques secondes après, le bruit s'est lui aussi arrêté. Arthur il va alors faire 3 pas en avant. Et au moment où le pote d'Arthur passe l'angle, il éclaire devant lui. Arthur voit les jambes d'un mec debout, visiblement penché dans le dernier box. En voyant la lumière, le gars se redresse et les fixe. Et tout le monde comprend que c'est le fameux Rabat. Sauf que le gars a juste un regard de taré. Il est crade et surtout il tient un couteau à la main. À ce moment-là, ils se regardent tous. Ils regardent le mec sans bouger. Et d'un coup, il se met à hurler des trucs incompréhensibles. Et il commence à foncer vers Arthur et sa bande. Bien entendu, à cet instant, la terreur envahit Arthur et tout le monde commence à courir pour leur vie. Sauf que si vous vous rappelez bien, Arthur c'est le premier à être rentré dans la cave. Et donc c'est lui qui est le plus proche du gars. Le mec est à 2 ou 3 mètres derrière lui. Ceux qui ont les lampes courent devant et la lumière bouge dans tous les sens. Tout le monde crie dans la cave, c'est juste un chaos total. Arthur tourne la tête en courant et il se rend compte que le mec se rapproche de plus en plus. Il est très près d'Arthur et il tient son couteau au-dessus de lui. Arthur tourne dans un virage et là, la peur et l'adrénaline lui font faire le pire move jamais vu. Arthur sait qu'il aurait pas pu sortir assez vite s'il serait resté courir avec ses potes. Il a ouvert la porte d'un box qui se trouvait à sa gauche et il s'est collé directement contre un angle du mur. Une seconde plus tard, Arthur sent à ce moment passer Rabat juste devant lui comme un fou furieux, toujours avec son couteau levé en hurlant sur les potes d'Arthur. Arthur se retrouve maintenant tout seul dans le noir total. Arthur entend ses potes sortir de la cave et de là où il est, il a juste le temps de se pencher pour voir que ce malade arrive à la porte toujours en hurlant et il se met à fermer la porte de la cave à clé. Allez savoir comment il a eu la clé de la cave, mais Arthur sait qu'il est maintenant seul avec lui. Il nous dit qu'il a beau être costaud pour son âge, plutôt bagarreur et inconscient, mais là clairement il fait plus le malin. Arthur il est au plus mal. Arthur a envie de pleurer et de crier à l'aide, de disparaître de là par n'importe quel moyen. Là Arthur entend le mec bizarre parler tout seul. Il s'énerve et insulte dans une autre langue, et aussi en français, et il mélange les 2 langues. Il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Arthur entend que ce fou se rapproche de son box et il se fait tout petit. Là, le gars va passer devant son box et il est clairement à 1 mètre d'Arthur. Arthur respire le plus doucement possible pour ne pas qu'il le trouve. Et il entend finalement le malade s'éloigner et tourner dans l'angle du couloir. Il est resté 3 bonnes minutes complètement tétanisé et il a essayé de réfléchir à un moyen de partir. Le fou est reparti dans son box et parle toujours tout seul. Mais par peur, Arthur ne bouge pas. Il se passe encore 5 bonnes minutes, les plus longues de sa vie. Là, Arthur se souvient qu'il y a une porte qui donne sur l'escalier du bâtiment à l'intérieur. Elle est juste dans l'angle, un peu plus loin à sa gauche, juste avant le virage où le malade mental est posté. Mais impossible de savoir si elle est fermée à clé ou non. Arthur commence doucement à se relever et à s'avancer pour aller ouvrir son box. Le plus doucement possible en réduisant un maximum le bruit et les frottements de ses habits.
Il ouvre son box et avance tout doucement jusqu'à l'angle où se trouve la porte. Là, il pose sa main sur la poignée. Il appuie dessus et elle grince fortement, mais au moins elle s'ouvre. La lumière de l'extérieur éclaire Arthur et il entend Rabat se remettre à crier derrière lui. Et surtout, il revient. Sans prendre le temps de se retourner, Arthur tape le sprint de sa vie. Il ouvre la porte de l'immeuble, il saute dans la rue et il se retourne et il voit Rabat taper contre la porte de l'immeuble avec son couteau comme s'il voulait poignarder quelqu'un et crier des insultes. Arthur a réussi à retrouver ses potes qui l'attendaient un peu plus loin, ils sont rentrés chez Arthur. Arthur, en rentrant chez lui, il a pleuré d'un coup. Il nous dit que ça reste l'une des plus grandes frayeurs de son adolescence et que maintenant il essaye d'enseigner la prudence à son fils aujourd'hui. Et c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lara. L'histoire se déroule il y a 5 ans. Lara vient d'hériter de la grande maison de ses grands-parents. Elle est très belle, très spacieuse, mais le deuil est trop douloureux. Et Lara ne souhaite pas y vivre. Elle nous dit que cette maison lui rappelle trop de souvenirs. Elle a donc décidé de la revendre. Lara a passé tout un week-end là-bas afin de vider et nettoyer la maison pour qu'elle soit nickel au moment de commencer les visites. Lara fait un état des lieux pour voir ce qui est à changer et ce qui est en bon état. La serrure de la porte arrière qui donne sur la cuisine ne ferme plus. Lara se dit qu'elle doit la changer mais qu'elle avait fait pas mal de trucs dans la maison et qu'elle s'en occuperait le week-end prochain. La maison des grands-parents de Lara est dans un quartier très tranquille, sans problème. La maison ne risquait rien, donc rien ne presse. Le week-end d'après, la maison est nickel. Lara a tout nettoyé de fond en comble et elle est prête à recevoir des visites. Ce jour-là, Lara fait 3 visites. Un charmant couple avec un bébé qui a finalement trouvé que la maison était trop vieillotte pour eux et qu'ils ne souhaitaient pas faire de travaux. Ensuite, un couple de retraités qui disait être intéressé, mais Lara voit bien que le couple n'est pas très emballé. Ils lui ont dit qu'ils la rappelleraient, mais Lara se doute qu'ils la rappelleront jamais. La 3e visite, c'est celle d'un homme d'une 50aine d'années. Il dit à Lara qu'il fait la visite pour sa femme, sa fille et lui. Il pose plein de questions à Lara sur la maison. Lara, elle se dit bingo, le gars a l'air intéressé. L'homme, il a remarqué le problème de la porte arrière. Lara lui dit qu'il n'y a pas de souci, qu'elle réglera ça dans la semaine. L'homme lui dit qu'il rappellera bientôt pour faire une seconde visite avec sa femme et sa fille. À la fin de la journée, Lara est fatiguée, mais elle est contente d'avoir trouvé un potentiel acheteur. Elle décide donc d'aller chercher à manger dans un fast-food. Avant d'aller se coucher, Lara décide de prendre un bain bien chaud pour se détendre et passer une bonne nuit de sommeil. Car là, elle dort plutôt mal dans la maison. De 1, c'est pas son lit, et de 2, la maison de ses grands-parents décédés lui donne énormément de chagrin. Et son mari et ses enfants lui manquent terriblement. Après son bain, Lara se dirige dans la chambre pour enfiler ses sous-vêtements propres qu'elle a préalablement posés sur le lit. Mais quand Lara arrive dans la chambre, les sous-vêtements ne sont plus sur son lit. Elle est pourtant sûre de les avoir mis sur le lit. Lara cherche partout et les voit posés finalement sur la commode. Lara se dit qu'avec la fatigue, elle sait plus trop ce qu'elle a fait et qu'il est temps pour elle d'aller dormir. La nuit s'est bien passée. Elle a dormi comme un bébé. Le lendemain matin, Lara commence à préparer ses affaires pour repartir et rentrer chez elle. Lara prend son petit déjeuner dans la cuisine et là, elle constate que la porte arrière est entrouverte. Lara, elle se rappelle pas de l'avoir ouverte. La dernière fois qu'elle l'avait ouverte, c'était pendant la visite avec le monsieur. Mais elle sait qu'elle l'avait refermée après. Elle se dit alors que vu que la serrure est cassée, c'est peut-être le vent qui a ouvert la porte. Lara s'installe pour manger et d'un coup elle a un mauvais feeling. Elle repense à la veille au moment où elle a retrouvé ses sous-vêtements sur la commode au lieu du lit, puis au mec qui a fait la visite de la maison. Lara commence à repenser aux questions qu'il lui a posées. Ma fille crie beaucoup quand elle joue. Est-ce que la maison est bien isolée niveau bruit? Je voudrais pas que les voisins entendent et qu'ils soient dérangés. Cette maison est vraiment grande, c'est génial. Ma fille va adorer. On va pouvoir faire des super parties de cache-cache. À la fin de la visite, Lara, étant elle-même une maman, lui avait demandé quel âge avait sa fille. Et le monsieur a mis quelques secondes avant de lui répondre 15 ans. Et vous savez, ma fille aime inviter ses amis pour faire la fête le week-end. J'espère que la maison est bien isolée. Lara l'a pas percuté sur le moment, mais quelle fille de 15 ans joue à cache-cache et crie quand elle joue? Lara finit son petit déj en étant de plus en plus perplexe. Elle se sent de plus en plus mal à l'aise. Elle décide de quitter la maison le plus rapidement possible avant de devenir complètement parano. Elle essaye de relativiser quand même et de se rassurer. Lara a beaucoup de route avant de rentrer chez elle. Elle décide de monter pour faire un dernier pipi avant de partir. Mais avant ça, elle va faire quelque chose peut-être de saugrenu pour vous. Elle va décider de sortir par la porte principale de la maison et de la fermer à clé. Et faire le tour de la maison pour pouvoir passer par la porte de la cuisine. Tout ça de manière très discrète. Elle est en train d'ouvrir la porte de la cuisine très discrètement quand elle entend quelqu'un qui descend les escaliers en courant. Quand soudain, elle voit le mec de la visite avec un couteau à la main qui crie « Putain de merde !» en tapant son poing contre la porte d'entrée principale. De là où il peut pas voir Lara. Elle est totalement paniquée, son cœur bat la chamade. Elle sait pas comment décrire l'intensité de la peur qu'elle a,
mais que c'était tellement puissant qu'elle s'en souviendra toute sa vie. L'instinct de survie de Lara prend le dessus et elle décide de fermer la porte tout doucement sans faire de bruit. Une fois dehors, Lara court jusqu'à sa voiture et s'enferme dedans. Elle démarre sa voiture et roule pour se garer 2 rues plus loin. Elle appelle la police en regardant sans cesse autour d'elle, de peur que le type l'ait vue sortir de la maison et qu'il ait réussi à la rattraper. Quelques minutes plus tard, elle se rend de nouveau sur les lieux avec la police qui est déjà sur place. Aucune trace de ce fameux type, il s'est volatilisé. Il a dû s'enfuir par la porte arrière de la cuisine. Après ça, Lara a rapidement fait réparer la porte de la cuisine. Elle a même fait installer des caméras de sécurité et elle a pris soin d'être tout le temps accompagnée par son mari ou des amis à chaque fois qu'elle effectuait une visite pour la maison. Lara nous dit qu'elle a fini par vendre cette maison et que cette rencontre la hante toujours et qu'elle en fait des cauchemars. Elle se demande ce qui se serait passé si elle était allée faire pipi au premier étage. Et c'est ainsi que se termine cette 3e histoire. Je suis vraiment content de m'arrêter sur un move de génie. Elle l'a senti parce qu'elle a rien entendu, mais c'est le feeling, vous savez, ce petit feeling de il y a quelque chose qui va pas, c'est pas comme d'habitude, je sais pas. Je sais pas si c'est un 6e sens qu'on a un truc comme ça, mais c'est bizarre. Après, le gars posait vraiment des questions très suspectes. Mais le truc, c'est que c'est tellement gros que tu te dis pas, le gars est chelou. Mais tu te rends compte quand même qu'il y a des mecs qui sont complètement fous. Il y a une petite faille quelque part, le gars il essaye d'en profiter pour faire on ne sait quoi. Soit profiter d'elle physiquement ou malheureusement la tuer. Tant mieux, ça s'est pas produit. Avant de se quitter, je vous remercie d'avoir regardé jusque là. Je le fais pas souvent, mes petites promos Instagram, il est là. Je vous mets généralement des petits bonus en avant-première, donc faites-vous plaisir. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. Active la petite cloche, comme ça t'es sûr que tu louperas pas les prochaines vidéos. Et si tu l'avais oublié, le petit pouce bleu ça aide énormément, merci à toi. Je vous fais le bisou, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.